Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour une discussion un peu particulière parce qu'aujourd'hui je suis avec Hélène Saint-Dizier. Salut Hélène. Salut Tristan. On est chez toi, on n'est plus particulièrement chez tes enfants. Oui, c'est exactement ça. On est dans leur cabane. Hélène, ça fait 3 ans qu'on se connaît maintenant. Déjà. Et pourtant on s'est rencontrés il y a 24 heures. Oui, c'est vrai, ça. Pour de vrai, j'ai pu te toucher que depuis 24 heures. Et moi, je suis très content d'être venu. Ça fait longtemps que je voulais venir te rencontrer et là, on a une bonne occasion de discuter ensemble de la certification sur la facilitation de la relation entre l'animal et les publics vulnérables, dont tu es présidente de jury depuis le début. Oui. Depuis qu'on a déposé notre dossier de certification auprès de France Compétences. Donc j'avais envie d'expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent le contexte de cette certification. Beaucoup de gens veulent se lancer en médiation animale. C'est un métier qui fait rêver, qui est beau à voir, qui fait des belles images, qui donne envie à des personnes de se reconvertir. Je pense aux enseignants, je pense aux personnes du monde médico-social. Tu as peut-être d'autres exemples en tête? C'est très à la mode aujourd'hui, donc en fait, même des éducateurs canins aussi, comportementalistes, ont envie de se lancer dans la médiation en pensant que c'est simple. Ça l'est pas forcément. Et on arrive dans un univers où jusqu'à présent, il y avait assez peu de cadres donnés à cette pratique qu'est la médiation animale. Elle n'est pas définie légalement, elle n'est pas très coordonnée. Il y a des écoles, chaque école a sa façon de faire. Et nous, le pari qu'on a fait il y a quelques années, c'était de documenter, de faire beaucoup d'études, de faire beaucoup de travaux pour essayer de créer des méthodes et de créer des façons de faire, une éthique aussi de travail. Mais je pense notamment pour rassurer les clients des personnes qui vont faire de la médiation animale. Puisque ce sont souvent des indépendants, des personnes comme toi, qui ont leur propre clientèle, des institutions médico-sociales. Comment tu as réagi quand je t'ai contacté la première fois? On se connaissait un petit peu d'avant, mais je t'ai contacté pour te proposer d'être notre présidente de jury. Ravie, fière déjà, quand même, un peu de fierté, j'avoue. Ravie, en fait, j'y trouve beaucoup d'avantages. Ça me permet d'échanger beaucoup avec les stagiaires, les candidats. Ils ont parfois plein de super idées, donc moi ça m'enrichit aussi mon univers. Voilà, fière essentiellement. Je suis ravie de pouvoir faire ça depuis quelques années maintenant, 3 ans. C'est passé super vite en fait. Ça passe vite. Alors, on est chez France Compétences depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble grâce à Sophie Lamidé, Oui. qui nous a mis en relation. Et tu lançais le projet Ethopark où on est aujourd'hui. Et tu avais un certain nombre de besoins, de formations, de conseils aussi. Donc, on s'est rencontrés comme ça. On a assez rapidement collaboré aussi dans un autre projet qui est l'Association française des fermes d'animation. Tout à fait. Et donc on se voit souvent, on partage pas mal de moments ensemble à distance, mais finalement la distance on arrive à la limiter, mais en tout cas à ne pas avoir l'impression qu'on est à distance. J'avais découvert Sophie à travers son livre, Un regard sur la médiation animale. Du coup j'ai eu envie de la contacter, elle venait juste de sortir ce livre. C'est elle qui m'a parlé de toi et de ton centre de formation, les entrepreneurs animaliers. J'ai vite adhéré à la philosophie de Sophie et du coup après à la tienne une fois que je t'ai rencontrée. J'aime tous les deux votre façon de travailler, votre énergie dans le travail, votre approche toujours sourcée, justifiée, le pourquoi on fait comme ça. D'ailleurs ça se voit beaucoup dans ta formation et je le vois beaucoup à travers les candidats à la facilitation. Justifier le pourquoi du comment et puis le fait d'avoir des notions enrichies de plein d'activités. En fait, par exemple, la médiation, c'est aussi s'adapter à une situation et se servir de ce que le public nous donne à ce moment-là, même si on n'avait pas prévu d'aller comme ça dans la séance, hop. Et ça, je le retrouve dans les candidats aussi. J'ai tout de suite adhéré à votre façon d'être et de travailler, quoi. T'as remarqué rapidement qu'on avait aussi une façon de faire qui s'éloignait du purement animal. Beaucoup de personnes qui entrent en formation chez nous pensent qu'elles vont avoir une grosse formation d'éducation canine par exemple ou de préparation de l'animal et on leur apprend souvent à lâcher prise et à respecter l'animal tel qu'il est
et à travailler avec l'animal tel qu'il est et non pas comme ce qu'on voudrait qu'il soit. Là, je paraphrase un petit peu ce que dit toujours Sophie. Euh, mais de se concentrer dans notre certification sur des compétences d'adaptation et des compétences d'accordage mutuel entre le professionnel de facilitation, le bénéficiaire et l'animal. Et tu as dit, c'est sourcé, c'est de la méthodologie. Ouais. Et c'est peut-être ça qui se différencie de formations non certifiantes et de tout un tas de choses. Tout à fait. Le revers de ça, c'est qu'on a des personnes qui ont peur de notre certification parce que c'est la plus exigeante du marché et qui peuvent soit s'inquiéter, soit se dire « Ouh là là, mais je ferais mieux de partir sur une formation sur laquelle il n'y a pas de certification. Comme ça, je risque de pas de passer de diplôme. » Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'inquiète de ça et qui a encore un peu peur de franchir le pas? Alors, parce que la médiation est aujourd'hui à la mode, je pense que c'est une nécessité de s'y former. Et quitte à s'y former, autant s'y former bien. Ça met en sécurité les publics, évidemment, on a quand même une grande responsabilité, justement parce que le vivant n'est pas, et même si moi j'ai un doctorat en éthologie par exemple, et je ne peux pas toujours anticiper le comportement de l'animal, quoi. J'essaye de le faire au mieux, mais je suis parfois obligée de m'adapter à une situation que je n'avais pas prévue, quoi. Et ça, il faut en avoir conscience. Si on garantit au public le fait de faire au mieux, on ne peut pas garantir toujours le résultat. Ça, je veux dire, c'est pas vrai. Et donc, pour moi, cette formation, elle sert à ça aussi, de garantir le fait de faire au mieux, quoi. De se former au mieux, d'anticiper au mieux. Et donc, je trouve que c'est quand même un métier qui peut être risqué. Et donc, comme c'est à la mode, il y a plein de gens, et qu'aujourd'hui ce n'est pas encadré, il y a plein de gens qui vont faire n'importe quoi. Et plus il y a de gens qui font n'importe quoi, moins il y aura une bonne promotion de ce métier. Donc il faut au contraire qu'il y ait des personnes qui fassent les choses bien pour qu'on puisse montrer que ce métier, c'est... Au contraire, ça ne se fait pas n'importe comment. D'ailleurs, comme tu disais, c'est référencé, hein. Une des grandes chercheuses sur ce sujet aujourd'hui, c'est Marine Grand-Georges. Elle travaille beaucoup sur les bienfaits et les bénéfices apportés au public vulnérable. Aujourd'hui, on a peu de résultats, de travaux sur, par exemple, est-ce qu'il y a des bienfaits pour l'animal. On se pose beaucoup la question de savoir si ce n'est pas désagréable pour l'animal. Ce que montrent les travaux de Marine Grand-Georges, entre autres, aujourd'hui, c'est que ça dépend beaucoup de l'intervenant, donc du facilitateur, et donc de sa formation, en fait. Et c'est un des critères de succès, même des bénéfices pour la personne, c'est la formation de l'apprenant, enfin du facilitateur, pardon. Complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est aussi un élément pour rassurer le commanditaire et qui sont des institutions médico-sociales, donc on va dire des personnes qui ont un raisonnement logique, parfois scientifique, et qui gèrent des budgets aussi. Et il faut se le dire, quand tu accordes 1 000 € de budget à un intervenant, tu t'attends à ce que cette personne ne soit pas, le mot est un peu violent, mais pas un charlatan qui va au talent, qui vient faire des choses au talent en disant « t'inquiète, moi j'ai un don avec les animaux ». La médiation animale, c'est pas un don avec les animaux, c'est des méthodes, c'est de la rigueur, c'est de l'observation, c'est de la connaissance et c'est de l'adaptation. Et donc c'est ça qu'on essaie de faire aussi, c'est de permettre aux commanditaires d'être rassurés et d'avoir la certitude que quand ils travaillent avec quelqu'un qu'on a certifié, il y a quelqu'un de solide derrière. C'est ça. C'est ça. Et je trouve que c'est rassurant pour soi-même aussi, pour le facilitateur. Enfin, moi, comme je te le disais tout à l'heure, je suis Bac+8 et pour autant, je trouve nécessaire le fait de quand même me former à la médiation. On n'apprend jamais assez dans la vie. Et c'est rassurant pour soi-même de se dire, ok, là, il y a un type qui a créé une théorie sur ces méthodes-là, c'est qu'a priori ça fonctionne, donc je vais appliquer cette méthode-là. Plutôt que de se dire, comme tu dis, voilà, j'y vais au talent, parce que... Enfin, moi, ça me rassure de me dire, on m'a appris à faire comme ça, même au niveau gestion économique, activité économique, ça me rassure d'être à mon compte et de me dire, ok, le modèle économique le plus fiable par rapport à ma situation, c'est celui-là, parce que je l'ai appris en formation, quoi. Je trouve que c'est rassurant pour le client, mais pour soi-même aussi d'aller en formation. C'est un peu l'idée de n'importe quelle pratique. Quand tu commences à faire du piano, tu vas d'abord lire des partitions et suivre une partition que tu n'as pas inventée toi-même.
On va venir progressivement, par exemple, à nos outils, parce qu'on a des méthodes et on a des outils qu'on impose un peu en formation, hein. On dit aux personnes, voilà, vous devez le faire comme ça, au moins au début. Ouais. Et après, les personnes prendront leur envol une fois qu'elles auront la capacité de le faire naturellement, sans forcément une documentation. Je pense à la fiche activité. La fiche activité, c'est un document, feuille A4, qui peut paraître très scolaire, très cadré, un peu chiant. Mais au final, ça permet aux personnes d'être rassurées, de se dire « Ok, j'ai mon cadre, je sais exactement comment ma séance doit se passer, je sais dans quel ordre je vais mettre les choses. » Évidemment que quand tu auras 10 ans de carrière, tes fiches activités, elles seront plus sur une feuille A4, elles seront là. Mais en fait, elles seront juste imprimées dans ta tête. Et tu auras quand même toujours cette même méthodologie. De la même manière que le pianiste, il les voit les notes. Il a peut-être plus la partition sous les yeux, mais la partition, elle est dans sa tête et elle est en train de se créer au fur et à mesure, peut-être quand il est en pleine improvisation. L'improvisation, quand on est débutant, ça marche pas. Par contre, quand on est expérimenté, ça marche. Ah, je suis complètement d'accord avec ça, vraiment. Ça aide vraiment à démarrer, de faire comme du par cœur au début, d'avoir un cadre, de savoir que il va se passer ça, puis ça, puis ça. Et tu peux plus facilement, avec l'expérience, te permettre de sortir légèrement de ce cadre, si nécessaire, mais pas au début, non, c'est clair. Alors ça me fait une transition sur les épreuves de certification. Donc dans la certification, vous avez 3 épreuves à passer quasiment successivement, hein, à la suite de la formation, donc de la partie théorique et d'une période d'expérience professionnelle qui peut être un stage ou autre chose, puis la préparation à la certification. Donc il y a 3 épreuves. Et volontairement, puisqu'on était en train de parler de ça, on va parler du dossier professionnel. Donc pendant un oral de certification, vous allez présenter un dossier professionnel que vous aurez préparé à l'avance avec 3 documents dont tu peux peut-être nous parler rapidement. Ouais. Donc le dossier professionnel, dans le même, effectivement, dans la même continuité que de ce qu'on est en train de dire, le fait de passer à l'écrit et de poser ses idées, ça permet de voir les failles aussi, de construire de manière plus approfondie son projet. Donc dans ce dossier professionnel, on demande de décrire 5 activités, d'avoir un catalogue de 5 activités. Ça aussi, ça permet au moins, quand tu sors de formation, tu as au moins 5 ateliers déjà prêts, déjà construits. Tu peux te lancer et démarrer sur ça et en inventer d'autres plus tard si besoin, mais tu as au moins ces 5-là. De détailler, comme tu le disais, une fiche activité, donc un de ces ateliers, toute la séance, de bien décrire toute la séance, de voir au moins en théorie comment tu voudrais que ça se déroule. Puis on demande aussi de présenter une réalisation matérielle, qui est un outil pédagogique que tu vas utiliser en séance, un truc que tu as réalisé toi-même, que tu as créé. Donc on te demande de développer ta créativité, ce qui est souvent le truc que tu n'as pas le temps de faire une fois que tu es en activité, quoi. Donc c'est bien d'y avoir pensé avant et d'avoir eu le temps de le créer quand on est en formation. Et enfin, les outils aussi qui sont présents, qu'on a décrits durant le stage, puisqu'il y a un stage obligatoire. Oui. Donc les bilans de fin de séance, les grilles d'observation du public, des outils qui sont utiles quand on est en séance, quoi, et qu'on a rempli pendant le stage, puisqu'ils ont un stage obligatoire à faire. Complètement, le stage est un bon moyen pour remplir ces documents-là et qui vont être utiles pour soi, pour observer ses séances, pour observer ses propres réactions à chaud avec une grille d'observation et pour rendre compte à son commanditaire parce qu'on est dans des approches qui touchent au médico-social, en tout cas qui touchent à des acteurs du médico-social et qui aiment bien, qui ont besoin qu'on leur fasse des feedbacks, qu'on leur dise comment on avance. On n'est pas là pour faire les choses de notre côté et puis à la fin de l'année on se dit « Ah c'était génial, on a fait 1 an avec les bénéficiaires ». Voilà, à chaque séance ou à chaque cycle de séance, on essaie de rendre compte. Sur les 3 premiers documents dont on parlait, est-ce que tu en as fait quand même pas mal des certifs avec moi et maintenant avec d'autres membres du jury, est-ce que tu peux nous dire quelques éléments qui te viennent en tête de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber ou les erreurs très courantes qu'on peut voir? Le fait de ne pas être en mesure de justifier le pourquoi tu as créé ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de découvrir la personne et le projet de la personne
à travers ce dossier professionnel. Et donc si c'est un truc que tu as trouvé sur internet et que tu as recopié bêtement et que tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi tu as cette démarche de création, bah, c'est déjà raté en fait. Ou si c'est le truc déjà vu, que tout le monde fait, bon, c'est un peu moins intéressant, on va dire. Moi j'aime qu'il y ait une vraie démarche, que ça soit conceptualisé, réfléchi et justifié, quoi. Qu'on soit capable de dire bah, j'ai choisi de faire un catalogue pour tous les publics parce que j'ai envie plus tard de travailler avec plein de publics variés, ou au contraire, bah moi je travaille déjà dans un établissement pour personnes en situation de polyhandicap, donc j'ai fait un catalogue d'activités que pour ce public-là, quoi, par exemple. Il y a une notion de cohérence dans tout ça et en fait j'ai l'impression que quand on est en jury, toutes les propositions sont complètement bonnes et acceptables à condition d'être capable d'expliquer sa démarche Exactement. et vraiment d'avoir pris un moment de réflexion. Donc en fait la fausse bonne idée c'est de prendre quelque chose qui existe déjà parce que c'est pas soi, c'est pas son propre, c'est pas nos propres créations ou de retranscrire ce qu'on aurait vécu pendant son stage parce que c'est pareil, c'est pas nous qui l'avons fait et souvent les personnes ne sont pas en accord total, ne sont pas 100% alignées avec ce qu'elles ont vécu dans leur stage, c'est normal. On développe son esprit critique aussi, donc pas forcément la bonne idée. Sur la réalisation matérielle, est-ce que tu as des petites pépites dont tu te souviens? Ouais, ouais. Il y a des gens qui sont vraiment hyper créatifs de leurs mains, enfin, même déjà dans l'idée, et ensuite de leurs mains. Ça peut être des choses extrêmement simples dans la réalisation, mais conceptuellement hyper intéressant. Je sais pas moi, des petites cartes par exemple, ou des petits jeux de cartes. Donc simple dans le sens c'est des cartes, mais hyper complexe dans la mise en œuvre, enfin simple pour le bénéficiaire, mais complexe dans l'idée. Donc ça j'aime beaucoup. Ou à l'inverse, des choses magnifiques matériellement et très simples dans l'idée. J'ai vu un Qui-est par exemple il n'y a pas très longtemps pour retrouver les animaux dont on avait parlé juste avant. Un truc super beau en bois, j'avais adoré. Il faut que ça soit beau et facile et surtout pareil, inspirer, sourcer, expliquer pourquoi tu as choisi de faire ça et pas autre chose, quoi. Ça c'est ce qui m'importe, à juger. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que ça montre que la médiation animale ou la facilitation de la relation, c'est pas du tout du plein contact permanent. Ah ouais. Surtout. Et ça peut être... mais je pense que tout le monde voit ça en fait. Tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes peuvent avoir l'impression que la médiation animale, c'est j'arrive avec mes chiens, C'est le chien qui fait tout. on va faire un truc de malade, pendant 1 heure le chien il va donner, et puis et ça y est, c'est terminé. Et là, quand on parle de réalisation matérielle, on est en train... Certaines personnes d'ailleurs ne comprennent pas au début. Elles disent mais je comprends pas, il n'y a pas d'animal. Bah oui, en fait, la médiation animale va être en plusieurs étapes. Et il y a des moments où on va être au contact de l'animal, ça fait du bien. Mais il y a des moments où on va aller renforcer autre chose et on a besoin de limiter le contact et aussi pour le respect de nos animaux, pour leur bien-être. Et donc les activités dont tu parles, souvent elles sont pas toujours en contact des animaux. Non, c'est ça, exactement. C'est un outil pédagogique supplémentaire. Les animaux, c'est pas des objets, c'est pas des peluches. Et à un moment donné, on va avoir besoin d'eux pour effectivement faire sortir des bénéfices, enfin avoir des bénéfices pour les bénéficiaires, mais c'est pas que les animaux. Enfin, sinon, c'est la différence entre un chien visiteur et la vraie facilitation ou la médiation. C'est-à-dire que l'animal prend son sens aussi quand tu as un autre support. Parce que l'animal, c'est pas une peluche, sinon tu vas avec une peluche en séance, puis tu fais la même chose, quoi, en fait. Ouais. Donc non, avoir des outils, c'est indispensable pour ancrer les connaissances, les faire, pour approfondir l'assimilation des connaissances pour le bénéficiaire, carrément. Là, on a parlé un peu de la conceptualisation de son identité de facilitateur. C'est-à-dire, je crée mon catalogue d'activités, je crée ma fiche, je crée une première réalisation matérielle. Ça commence à définir qui je suis en tant que futur professionnel certifié. On a une autre épreuve qui met les personnes un peu plus dans on va dire dans le concret, sans parler encore de séance, mais en situation vis-à-vis d'un professionnel qui est le commanditaire, donc c'est-à-dire le client du facilitateur. C'est la mise en situation simulée, donc c'est un échange avec le commanditaire. Est-ce que tu peux nous parler de cette épreuve ?
Ouais, bah, c'est vrai que souvent, à part les salariés d'une structure qui se forme à la médiation, souvent on va être à son compte derrière ou on va être prestataire et donc il va falloir réussir à se vendre pour en vivre. Et donc c'est pas l'épreuve préférée des candidats en général. Ça permet au moins en théorie de mettre en pratique ses connaissances d'expliquer à quoi sert la médiation animale ou la facilitation, c'est quoi la différence entre juste un chien visiteur et justement la facilitation, à quoi ça sert, et puis montrer son professionnalisme, sa méthodologie, tout ce qu'on a appris en formation en fait pour être capable de le prouver entre guillemets à de futurs clients. Donc on fait un espèce de jeu de rôle où moi souvent je fais la directrice de l'établissement médico-social choisi par le candidat. C'est pas l'épreuve la plus simple, honnêtement, parce que il faut faire un peu comme du théâtre, quoi. Donc personne n'aime, en tout cas en épreuve, être dans une situation théâtrale. Mais elle est assez révélatrice de plein de choses quand même, et souvent, pour le coup, des connaissances théoriques acquises par les candidats. Moi, je trouve que ça montre dès le début, dans les toutes premières minutes de cette épreuve, si la personne, elle a réussi à transformer la théorie en un apprentissage, et c'est pas la même chose, et de savoir l'incarner. Parce que, d'ailleurs, je pense que même quand tu es salarié, je pense Oui, oui, oui. je pense à une dame qui travaille pour une société d'aide à la personne, pour une association d'aide à la personne qui fait du ménage et qui veut convaincre son employeur de que la médiation animale, ça a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va solliciter un rendez-vous avec son +1, son directeur. Elle va avoir une demi-heure pour convaincre cette personne que son projet est génial et qu'il faut lui accorder du temps sur son temps de travail pour aller faire un truc avec des chiens et avec des chèvres. Le directeur, si tu lui expliques mal l'histoire, il peut se dire bon, bah, cette personne-là, elle est folle, elle a juste envie de pas aller faire du ménage pendant 1 heure par Oui, semaine. oui, pour ou quelques défendre heures. son projet auprès de... Exactement. Tu as tout à fait raison. Et donc de savoir expliquer les mécanismes qu'on va chercher dans la médiation animale, puisqu'il y a des fondamentaux scientifiques dont on a parlé tout à l'heure, que les bienfaits sont prouvés, et qu'il y a une méthodologie, qu'il y a un professionnalisme derrière, eh bien, il faut être capable de l'expliquer. Et le comprendre, c'est pas la même chose que de l'expliquer. Oui, bien sûr. Donc on va travailler sur ça. Et c'est ce qui, en plus, va mettre en sécurité tout le monde. Donc, effectivement, pour que ce soit un client ou un directeur de structure, c'est la chose la plus importante. Parle-nous un peu du deuxième membre du jury. Alors parfois c'est moi, parfois c'est d'autres, qui est le membre casse-pied. Pas toujours. Parce que pas la membre du jury, mais on va dire le personnage qu'il va jouer, puisque pendant cette mise en situation qui dure 20 minutes, donc on a la directrice de l'établissement, qui peut être un EHPAD, un IME, un établissement pénitentiaire, et puis on a toujours un collaborateur qui fait partie de la structure et qui lui pose les questions qui piquent. Tout le monde pose des questions qui peuvent piquer, mais est-ce que tu peux nous donner 2 exemples peut-être de situations à laquelle le professionnel doit être capable de répondre? Ouais. Bah, en fait, l'idée, c'est de se dire, dans ce jeu de rôle, la personne qui m'accompagne est un salarié de la structure, lui en charge d'ordinaire de l'éducation ou de l'animation du public de cet établissement médico-social. Et du coup, bah là, il a un peu l'impression de se faire piquer son job, quoi. Et donc, il faut pouvoir justifier, il faut que le candidat soit en mesure de justifier que non, c'est un travail complémentaire et pas un travail en opposition et qu'il va falloir qu'ils apprennent à travailler ensemble, quoi. Donc, les questions qui piquent, ça peut être ça peut être mais votre rôle, c'est quoi et le mien, c'est quoi, quoi. Ouais, complètement. Et en plus, les personnes peuvent se poser des questions, les commanditaires peuvent se poser des questions sur le bien-être animal, sur le professionnalisme. On a parlé de la méthodologie aussi. L'idée, c'est que la personne, elle n'est pas là pour dire « Ok, c'est quoi votre méthodologie ?» mais elle a besoin d'être rassurée sur le fait que vous êtes vraiment un pro. Sur le bien-être animal, c'est des questions qu'on te pose toi en tant que prestataire. J'imagine que les structures qui font appel à toi te posent des questions sur la façon dont tu travailles. Oui, bien sûr. L'objectif, moi, de ma structure, c'est parler d'éthologie, donc ce serait quand même pas très cohérent que les animaux soient pas dans des situations de bien-être. C'est en plus rassurant au niveau sécurité, on en parlait tout à l'heure, pour l'animal bien sûr, mais aussi pour les bénéficiaires, pour tout le monde, le fait d'avoir un animal en situation de bien-être,
ne provoquera pas de la colère, par exemple. Donc c'est indispensable. Ou il est en bonne santé, donc il ne va pas filer une zoonose aux bénéficiaires, donc c'est évidemment indispensable. Et ça, pareil, il faut savoir quelles sont les zoonoses, il faut savoir quels sont les comportements qui pourraient être dangereux. Et comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin d'avoir un éducateur canin, quoi. On a juste besoin de connaître c'est quoi le bien-être, comment on y répond, c'est pas si évident que ça, et de vérifier que c'est fait, en théorie, mais aussi en pratique, quoi. Et ça, il y a quand même encore une étape supplémentaire, je trouve. Et la pratique, on va la vérifier dans une troisième et dernière épreuve, qui est certainement la préférée de nos candidats, et je suis ironique quand je dis ça. Mais il faut expliquer pourquoi elle est nécessaire, pourquoi elle est vitale, pourquoi elle est importante. Et qu'est-ce qu'on devrait faire si on n'avait pas si on faisait pas ça. Donc on parle d'une vidéo de mise en situation, donc les personnes doivent se filmer. Très clairement, hein, si on se le dit de façon cash, si on ne faisait pas cette épreuve, on serait obligé, nous, de dépêcher un membre du jury sur place quelque part, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir que du déclaratif. Les deux autres épreuves, on est sur de la théorisation, on est sur de l'explication, mais on ne voit pas une séance de facilitation. Et c'est normal, si on veut certifier quelqu'un, de voir une séance de facilitation. Donc parlons un petit peu de cette épreuve assez particulière. Ouais. Alors effectivement, c'est la mise en application de toutes les connaissances théoriques. Donc les connaissances théoriques, il en faut, mais il faut aussi savoir les mettre en application. Donc c'est normal qu'au début, on ait un petit peu de mal à mettre en application ce qu'on vient d'apprendre. Cependant, il y a parfois une grande différence entre les candidats qui ont d'excellentes connaissances théoriques et qui ont vraiment du mal à avoir leur posture, parce qu'on apprend les postures aussi dans la formation. Donc il y a différentes postures chez le facilitateur, et parfois on ne les voit pas réellement. Je donne un exemple. Ce qu'on veut, c'est avoir une posture de relation d'aide, et la relation d'aide, c'est aussi savoir se mettre en retrait pour que la facilitation entre l'animal et le bénéficiaire se fasse. Et ce qu'on va voir sur la vidéo, c'est un candidat qui en fait est hyper présent, qui lui s'amuse avec son chien finalement, et puis il laisse pas la place parce qu'il a peur pour le chien, parce qu'il a peur pour le bénéficiaire, parce que je ne sais pas. Et finalement, il n'y a pas de mise en relation, quoi. Ou à l'inverse, je lâche le chien et puis je m'en vais, je m'assois à côté, puis je fais rien. C'est pas non plus de la facilitation. Et donc, entre les gens qui ont par exemple, excellentes capacités de mémoire et qui sont capables de dire toutes les références, ça fait très professionnel, ils connaissent la méthodologie par cœur, mais qui ne sont pas capables de la mettre en application, et ben ça on ne peut pas non plus le laisser passer, quoi. Donc tu as raison de dire, je pense que c'est une des formations la plus, en tout cas une des plus, si ce n'est la plus exigeante sur le marché aujourd'hui, parce qu'il y a tous ces niveaux-là, le dossier professionnel, la mise en situation et la vidéo, qui font quelque chose de très complet, qui permet de voir les différentes qualités ou défauts du professionnel. Je ne parle pas de la personne, mais de son futur métier, quoi. Alors maintenant qu'on a fait peur à tout le monde, rassurons-les un tout petit peu sur les exigences. Évidemment, on n'attend pas au moment où les personnes sortent d'une formation qu'elles aient l'équivalent de quelqu'un qui a 10 ans de carrière. Bien sûr. Donc le jury est formé à ça, c'est très sensibilisé au fait que les personnes sont des débutants. Bien sûr. Et donc on a des attentes qui sont moyennes. On a une grille d'évaluation et on sait que on n'attend pas qu'on ait des surperformeurs à chaque fois, des personnes qui fassent tout bien, etc. Ce qui est important, c'est qu'on va vérifier des critères rédhibitoires. Ouais, c'est ça. Alors, pour autant, je dirais quand même qu'on est assez exigeant, mais qu'on va aider les gens à atteindre cette exigence, même en épreuve. Si on voit qu'ils sont un peu perdus par rapport à notre question, on va les aider à répondre à la question. Donc là-dessus, on a vraiment une démarche bienveillante, je pense, les membres du jury. Je dis on, moi et les autres. Mais il y a quelques critères rédhibitoires qui ne passeront pas, effectivement. Les compétences non acquises, ça va être un critère de bien-être animal qui n'est pas respecté, et clairement visible, par exemple. Une posture éducative ou pédagogique ou de relation d'aide pas visible du tout. Oui, plus, complètement absente. Complètement absente, ou même pas citée. Voilà. Des gens qui n'ont pas du tout préparé leur examen, ça peut arriver aussi. Ils arrivent freelance. Au talent. Ouais, au talent. Bon, bah ça peut pas marcher. Une
Enfin, des choses où, par exemple, je vais voir un danger pour le bénéficiaire ou pour l'animal. Voilà, si je trouve que c'est dangereux, ça passera pas. Et encore une fois, c'est effectivement très rare. Alors pour C'est te très donner rare, les ouais. chiffres dont tu parles, on est toujours à moins de 10% de taux d'échec. Si on fait la comparaison avec le bac, je crois que le bac, ça doit être 86% de taux de réussite. Nous, on est à plus de 90%, donc on a une très bonne préparation. Et les personnes sont très très bien préparées, hein, Oui. à la fois à travers la formation, à la fois à travers les coachings spécifiques avec Sophie Lamidé, la formatrice principale, coaching individuel et collectif. Et puis depuis peu avec le mentorat qui est, en tout cas le coaching qui est organisé avec Fiona qui est notre accompagnatrice et elle va s'occuper vraiment de la réussite de la formation. Elle n'est pas spécialiste de la médiation animale mais elle aide les personnes à se préparer. Quitte parfois à dire aux personnes si leur dossier professionnel est pas, si elles sentent que ça ne passera pas en jury, leur dire je te conseille de le refaire, je te conseille de revoir telle et telle chose. Ce qui fait qu'on a de plus en plus, et c'est tant mieux, des très très bons candidats, Ouais. ou des candidats moyens ou très bons, mais en tout cas très très peu de personnes qui passent pas parce qu'ils sont bien préparés. Ouais. J'ai vu des candidats, on a même donné un 100% à un candidat, ça nous arrive. Plein de candidats qui sont au-delà de 85-90% de notation sur ces épreuves qu'on vient de décrire. Donc c'est complètement faisable si tu fais les choses un peu sérieusement, j'en suis convaincue. Ouais. Alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi ce que je trouve génial dans les certifs, c'est que quand on est avec des personnes à 80, à plus de 80% de notes de réussite sur leur formation, on est toujours dans une relation de jury, Mhm. mais on est quand même dans une relation d'égal à égal où on se dit cette personne-là, demain matin, je pourrais travailler avec elle. Ah, mais complètement. Et moi, c'est pour ça que j'adore faire ça. J'adore être présidente de jury parce que j'ai vraiment l'impression d'échanger avec des futurs collaborateurs, quoi, des futurs collègues, d'être dans parfois le brainstorming d'idées sur le métier. Et c'est hyper enrichissant. J'apprécie beaucoup ça. Je suis très contente que tu m'aies sollicité pour faire ça. Si on devait conclure et peut-être se poser la question de l'après-certification, euh, tu les vois un peu moins, toi, une fois qu'ils sont Mhm. certifiés, nos candidats, mais du coup, ils passent du statut de candidat à professionnel. Ça y est, c'est fait. Et une fois qu'on est certifié, on l'est définitivement. Qu'est-ce que tu leur souhaites à ces personnes dans leur projet, dans la réussite de leur aventure? Ah, bah déjà de prendre beaucoup de plaisir, comme c'est mon cas, dans leur métier au quotidien. Moi, je trouve que c'est un métier passionnant. Il n'y a pas une journée pareille. Voilà, c'est simple. Si vous aimez la découverte euh, et les choses variées, c'est pour vous. Je leur souhaite beaucoup de succès. Je leur souhaite d'avoir toujours plus d'envie et toujours plus d'idées et, et de réaliser leurs rêves, de continuer à réaliser leurs rêves. Voilà, je dirais ça. Il y a plein de moyens de pouvoir réaliser ses rêves, mais effectivement, euh, la relation à l'animal, c'est assez fantastique pour ça, parce qu'on est dans la nature, on est en extérieur, généralement, assez souvent, et on est au contact des humains parce qu'on n'est pas fait en tant qu'être humain pour être que avec des animaux. Très peu de personnes sont faites pour être que avec des animaux. Et pour ceux qui ont un esprit assez entrepreneurial, euh, moi je les invite à aller voir ce qui se passe au niveau de l'incubateur des entrepreneurs animaliers, puisqu'on on prépare les personnes à la réussite de leur projet. C'est un peu la phase 2. C'est-à-dire que là, quand on est en formation de facilitation, on est 100% focus sur la technique, sur le métier, sur les séances, la relation animale. On ne va pas chercher tout de suite à s'intéresser à choisir son statut juridique, faire réussir son projet, faire de la communication, s'associer, comment est-ce que je me lance, à quelle date, quels vont être mes tarifs. Mais ces questions-là, c'est des questions que se posent les personnes avant même d'être certifiées et qui les taraudent peut-être même plus que la vidéo de certif, etc. Donc moi, je vous invite à aller voir ce qui se passe au niveau de l'incubateur parce que on prend un certain nombre de personnes pour pouvoir vous accompagner de A à Z dans la réussite de votre projet. Moi, j'en ai fait une affaire personnelle. Je ne veux pas former des personnes qui ensuite sont lâchées dans la nature et qui ne sont pas capables en tout cas, qui sont trop seules et qui ne sont pas accompagnées pour réussir dans leur projet. Donc, c'est important pour moi de vous accompagner. Vous pouvez candidater, on mettra le lien sous la vidéo. C'est un système de candidature. Vous allez avoir beaucoup de questions à répondre. Donc il faut prendre bien le temps de réfléchir à chacune de vos réponses. Mais évidemment, on va analyser et regarder chacune de vos candidatures avec sérieux et bienveillance. Donc n'hésitez pas.
Ouais, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette démarche-là. Tu as beau être hyper diplômé, hyper expérimenté, tu as quand même toujours besoin de savoir prendre du recul sur ton propre projet. Et c'est pas toujours évident. Et donc je trouve que c'est génial d'avoir quelqu'un qui va vraiment t'adapter à ton projet et t'aider pour le développer. Bah, compte sur nous pour ça. Je sais que c'est quelque chose qui était, sur lequel tu étais sensible parce que tu m'en as parlé souvent, notamment sur le développement de la communauté, parce qu'on travaille beaucoup sur cette notion de communauté. Quand tu es solopreneur, que tu es toute seule, parfois tu as des besoins très simples, comme le fait de pouvoir te faire remplacer, de prendre des congés, d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer quand tu as besoin, et aussi de partager des pratiques. Partager la charge mentale aussi, rien que ça, quoi. Complètement. C'est un vrai confort de travail, en fait, aujourd'hui, auquel qu'on souhaite tous avoir. Et comme tu dis, avec les animaux, c'est tous les jours. Donc parfois, prendre un dimanche, c'est cool, quoi. Et quand on est plusieurs, c'est plus facile. La charge mentale, prendre des décisions, faire des brainstorming, et puis s'apporter les compétences des uns et des autres. On ne peut pas tout savoir, donc c'est clair que pour moi c'est indispensable. Ouais. Et pour ça, il y a plein de réseaux, et on fait partie d'une petite communauté, d'un petit réseau maintenant. On se connaît un peu, alors peut-être pas tous, mais le bouche à oreille, ça aide vachement aussi à développer l'activité et les idées. Super. Eh bien écoute, je pense que là, les personnes ont une bonne idée de à quoi sert la certification, de savoir si elles ont envie ou pas de la passer, de savoir à quelle sauce elles seront mangées. Mais rassurez-vous, chaque membre du jury, on n'a pas tout le monde ici, hein, mais on ne pourrait pas toutes les citer, mais on a une très très belle équipe de jury de certification. Tout le monde est bienveillant, tout le monde est ouvert, tout le monde est très cool. Ouais, comme la formatrice d'ailleurs aussi, Sophie. On salue, salut Sophie. Ouais, salut Sophie, bravo pour ce que tu fais. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations, évidemment on vous mettra les liens sous la vidéo. Prenez au sérieux votre plan de carrière, de transformation. Prenez le temps de réfléchir. Il n'y a pas besoin de passer, de se former sur un coup de tête, mais de prendre le temps de la réflexion. Moi, je mets à disposition toute mon équipe et toute une très belle équipe pour vous conseiller gratuitement. On a des conseillers pédagogiques qui sont au top et qui sont là pour vous aider à vous orienter. J'ai passé beaucoup de plaisir à discuter avec toi sur cette interview. On va redescendre de notre cabane. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez envie qu'on fasse un peu plus de format comme ça, un peu plus resserré, avec plus de matière, de contenu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à partager, à en parler autour de vous. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.